Chers collègues, nous allons commencer l'examen des amendements ce soir. Je vous indique que nous sommes saisis de 190 amendements. Et nous allons commencer par les amendements de crédit à l'état B. Nous avons une première série d'amendements sur la gratuité. Monsieur Walter. Et alors cet amendement va dans le même sens que le précédent présenté par mon collègue Paul Vanier, à savoir assurer la gratuité réelle de l'éducation, et se penche en particulier sur la question de la cantine. Dans un rapport publié en mai 2019, le Défenseur des droits indiquait qu'en moyenne 7 enfants sur 10 fréquentaient les cantines des écoles primaires et expliquait que, je cite, « Le rôle joué par la cantine apparaît également de plus en plus important pour certains enfants, en particulier les plus pauvres, le repas du midi pouvant constituer le seul repas complet et équilibré de la journée. » Et le développement de la pauvreté, que l'on connaît aujourd'hui, contribue à fragiliser l'accès à ce service public. Nous proposons donc d'abonder un fonds de soutien aux collectivités locales afin qu'elles puissent prendre en compte ces dépenses et qu'elles libèrent les familles de ce poids financier supplémentaire. Je vous remercie. Messieurs les rapporteurs, à votre avis? D'abord, on comprend les difficultés d'un certain nombre de familles. Philippe et moi-même avons été maires, donc nous avons eu l'occasion à plusieurs reprises de rencontrer des parents dans la difficulté. Nous avons eu l'occasion de les rencontrer. Et au final, je reprendrai ce que disait le premier adjoint d'Ivry-sur-Seine, Romain Marchand. Il y a un élément de dignité aussi dans le fait de participer à la hauteur de ses moyens. Donc je vais mettre aux voix ces amendements qui ont reçu un avis défavorable du rapporteur. Donc qui est pour le numéro 8, qui est contre. L'amendement est rejeté. L'amendement numéro 60 qui a reçu un avis défavorable, qui est pour, qui est contre. L'amendement est rejeté. Nous allons passer maintenant à une discussion portant sur les fonds sociaux. Donc j'indique que ce sont les amendements qui vont de 64 à 132. Donc l'amendement numéro 64, Monsieur Walter. Merci Madame la Présidente. Alors c'est un amendement qui vise à corriger le rejet des amendements précédents en abondant les fonds sociaux à la hauteur de ce qu'ils étaient en 2018-2019. Le PLF 2024 abonde les fonds sociaux d'un montant de 49 44 540 €, soit légèrement moins que l'année précédente. Mais avec une inflation prévue à 5,8% en 2023, ils sont en baisse, en fait. Et donc, nous pensons qu'il y a absolument nécessité à soutenir les deux types de fonds sociaux, le fonds social pour les cantines et les fonds sociaux collégiens et lycéens, pour faire face aux situations difficiles que peuvent connaître les élèves les plus pauvres. Et nous proposons donc qu'ils retrouvent leur niveau de 2018-2019 en abondant de 10,5 millions d'euros ces fonds sociaux. Je vous remercie. Merci, Monsieur Walter. Oui, alors moi je souhaitais répondre, j'ai bien des choses à dire sur les arguments de Monsieur le rapporteur Marion, mais je voulais juste répondre sur le dernier, et puis Monsieur Chudeau m'offre l'occasion de lui répondre également. Il n'aura pas échappé à ces deux excellents parlementaires, s'ils ont lu nos amendements jusqu'au bout, que nous signifions dans quasiment tous nos exposés des motifs, que ce soit chez mes collègues de la NUPES ou dans le groupe LFI NUPES, que nous appelons le gouvernement à lever le gage. Et que, en fait, gloire à l'article 40, nous sommes obligés de gager pour qu'il passe la recevabilité financière. C'est pourquoi nous le gageons sur le 139, mais nous appelons systématiquement le gouvernement à lever le gage. Donc j'aimerais qu'on évite ce genre d'argument de mauvaise foi, ça permettra d'avancer sur les arguments de fond. Je vous remercie. Donc, nous allons mettre aux voix ces amendements qui ont reçu un avis défavorable du rapporteur. Donc, l'amendement 64, qui est pour, qui est contre. L'amendement est rejeté. Nous avons des amendements sur le pacte enseignant. C'est quand même moi qui vais le défendre. Walter, qui va quand même le défendre. Donc on vient d'en parler, hein, Monsieur Davy vient d'en parler. Le pacte enseignant, vous le savez, est massivement rejeté par la profession et l'ensemble des organisations syndicales. Selon les remontées que nous avons du terrain, c'est moins d'un quart des briques qui ont trouvé preneur. Donc nous, c'est un amendement de repli, vous l'aurez compris. Nous proposons d'utiliser cette enveloppe à destination de l'ensemble de la profession pour éviter d'opposer les agents entre eux et puis pour espérer avoir au minimum une petite augmentation pour l'ensemble des enseignants. Je voudrais juste ajouter un argument supplémentaire à cette question du déclassement des enseignants, argument qui n'a pas été jusqu'ici abordé, une injustice qui est souvent moins connue. Il y a une note de l'INSEE du 29 juin dernier
qui confirme que le salaire net des enseignants est inférieur de près de 1 000 € net, encore une fois, je redis net pour que ça soit bien entendu par mois, à celui des autres cadres A de la fonction publique. Donc je mets ça au débat, je l'ajoute, pour que nous augmentions tous les enseignants sans condition. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur, votre avis. Bien, merci Madame la Présidente. Alors concernant bien sûr le pacte, c'est un amendement qui propose des réallocations sur les indemnités des enseignants. À savoir que le pacte repose sur un mécanisme de volontariat, comme vous avez pu le souligner, et le ministère indique qu'environ un quart des enseignants y ont adhéré. Ce chiffre au 23 septembre, pour des missions variées, et qu'un bilan serait fait tout au long de l'année scolaire. Je crois que c'est ce que le ministre nous a rappelé à plusieurs reprises lors de son audition. Alors, ce qui serait souhaitable quand même dans ce nouveau dispositif, c'est de tout au moins le laisser vivre pour voir ses effets tout au long de cette année. Et comme peut le dire Monsieur le Ministre, de revenir vers vous pour vous communiquer les données de progression. Nous allons passer à l'amendement numéro 50 et l'amendement numéro 84 qui concernent les remplaçants. L'amendement numéro 50, Monsieur Walter. Merci Madame la Présidente. Je voudrais commencer cette défense d'amendement en tordant le cou à un mythe, celui de l'absentéisme enseignant, en m'appuyant sur le rapport de la Cour des comptes de décembre 2021 qui souligne que la proportion d'enseignants absents est inférieure à celle des salariés du privé et des autres ministères. Donc il n'y a pas de problème d'absentéisme enseignant, il y a un problème de remplacement. Il ne vous aura pas échappé que nous avons déposé avec mon groupe une proposition de loi le 20 juillet dernier qui propose l'obligation pour le ministère de prévoir dans sa carte scolaire globale l'embauche de 10% d'enseignants pour chaque matière et pour chaque corps de métier, que ce soit vie scolaire ou enseignant. Et donc cet amendement propose de le faire dans le cadre du PLF. Je vous remercie. Merci. Monsieur le rapporteur. Oui, donc concernant l'amendement du député Walter, l'amendement qui a pour objet donc de créer un programme fixé un ratio de 10% de postes réservés au remplacement. Le remplacement des absences de courte durée dans le second degré constitue un levier majeur de progrès pour l'institution afin d'éviter la fragmentation des emplois du temps qui obère le continuum des apprentissages pour élèves. Plusieurs mesures sont en cours, ce qui a été rappelé. Les crédits alloués au remplacement dans le premier et le second degré qui augmentent de 4,5% de l'EPLF. Le pacte enseignant qui consacre des moyens budgétaires dédiés. Et un plan annuel pour le remplacement de courte durée, le RCD, sera mis dans tous les cas et dans tous les établissements du second degré en application du décret du 8 août 2023 relatif au remplacement de courte durée dans l'établissement d'enseignement du second degré. Ce document définit une stratégie collective d'actions concrètes à appliquer pour couvrir les absences de courte durée par le recours prioritaire au personnel enseignant. Un référent chargé du pilotage et du suivi du remplacement de courte durée est mobilisé dans chaque académie dès la rentrée scolaire de 2023. Et enfin, l'organisation des formations devrait être généralisée en dehors des heures de présence devant élèves. Par ailleurs, un plan annuel pour le remplacement de courte durée sera mis en œuvre dans tous les établissements du second degré. Le référent chargé du pilotage a été évoqué sur l'amendement précédent et l'organisation des formations qui devraient être généralisées en dehors des heures de présence devant élèves. Voilà. Pour toutes ces raisons, nous rejetons ces amendements. Donc, nous passons maintenant aux amendements sur les directeurs d'école, donc avec des amendements 53 à 127 sur le service de décharge, secrétaire de direction, vraiment, c'est deux amendements de Monsieur Walter. Oui, merci Madame la Présidente. L'un des premiers méfaits du tristement célèbre Jean-Michel Blanquer, en arrivant au ministère en 2017, a été de supprimer les EVS, les employés de vie scolaire, qui depuis 10 ans avaient fait leur trou, dans le très bon sens du terme, dans les établissements du premier degré. Ces employés de vie scolaire étaient en fait des secrétaires de direction qui accompagnaient les directeurs et les directrices d'école dans leurs tâches quotidiennes. Elles étaient devenues je dis elles parce que c'était à 90% des femmes, elles étaient devenues des personnages incontournables des écoles. Elles permettaient aux directeurs de se consacrer, aux directeurs-directrices de se consacrer plutôt à leurs tâches pédagogiques, d'encadrement et d'équipe. Et ces emplois ont donc été supprimés massivement en 2017. Nous proposons par cet amendement et le suivant, je vais défendre les deux ensemble. Tout d'abord, la création d'un corps de fonctionnaires, de secrétaires de direction dans les écoles maternelles et élémentaires.
Alors ça peut paraître, j'entends que ça râle là-bas, on va répondre à ça. Dans mon département, il y a des collèges qui sont parfois plus petits que certaines écoles. Dans ces collèges, les principaux disposent à leur côté d'un secrétariat de direction, parfois d'un conseiller principal d'éducation, de personnel de vie scolaire, plus rarement d'un principal, d'un gestionnaire. Les directeurs d'école, que ce soit en maternelle ou en élémentaire, qui parfois ont des effectifs tout à fait comparables à ces tout petits collèges. Et attention, je tiens tout de suite à préciser que je ne demande pas qu'on retire des postes dans les tout petits collèges, ni qu'on oblige les collèges à se rassembler, parce que je trouve que ce sont des endroits où on apprend parfaitement. Et je pourrais en parler très longuement. Mais par contre, les directeurs d'école, les directrices d'école ne disposent d'aucun de ces personnels, alors qu'ils ont des tâches qui sont tout à fait comparables. Je terminerai juste sur l'amendement de repli, qui est donc le suivant. Ça fait 2 minutes, normalement, puisque je défends les 2 amendements. Oui, mais là, il y avait déjà 1 minute qui a été découlée, plus 1 minute. Là, vous êtes à 2 minutes maintenant. C'est ça, donc je termine là-dessus. C'est un amendement de repli. Si vous ne souhaitez pas créer, puisque vous avez peur de la fonction publique, un corps de fonctionnaires, nous proposons l'embauche de contractuels en CDI. Je vous remercie. Merci. Monsieur le rapporteur. Oui, je crois que vous avez raison. Que noter les difficultés qui peuvent être celles aujourd'hui des directeurs d'école et la charge de travail qui est la leur, souvent croissante, d'ailleurs, ces dernières années. Alors, on peut rappeler que le régime de décharge des directions d'école a été renforcé, a été reconnu législativement. Alors, évidemment, je réponds tout de suite sur la question de la création d'une nouvelle catégorie de fonction publique. Je pense que c'est pas le sujet. Je vais plutôt répondre sur l'augmentation des décharges. À la rentrée 2021, il y a eu un renforcement des décharges des directrices et directeurs des écoles de 1 à 3 classes, ainsi que des écoles élémentaires de 9 à 13 classes, représentant 695 ETP supplémentaires. Cette amélioration concernait 38% des directeurs d'école. Pour la rentrée 2022, augmentation d'un quart à un tiers pour les directrices et directeurs des écoles de 6 à 7 classes et des charges complètes pour les directeurs des écoles de 12 et 13 classes. Ce renforcement équivaut à 1489 ETP supplémentaires et ça concernait 20% des directeurs d'école. Donc les moyens consacrés au régime des décharges des directeurs d'école ont été renforcés entre 2020 et 2022 en dépit des baisses démographiques dans le premier degré. L'amélioration apportée depuis 2016 représente donc une progression des décharges de 15%. C'est donc un avis défavorable. Alors moi, je vais défendre le 56 qui va dans le même sens que le précédent. Donc augmenter le temps de décharge en embauchant 1250 ETP. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je voudrais juste répondre à l'argument de monsieur le rapporteur. C'est un directeur d'école qui vous parle, un directeur de petites écoles. Je peux vous raconter exactement comment se passent les décharges dans les petites écoles, c'est-à-dire les écoles de moins de 4 classes. J'avais droit à 12 jours de décharge par an. Ces 2 dernières années, je saluais, puisqu'on passait de 4 à 12, je saluais cette fabuleuse avancée pour les directeurs d'écoles de moins de 4 classes. Le problème, c'est que ces décharges sont assurées par des remplaçants, monsieur le rapporteur. Or, ces remplaçants sont très rapidement appelés sur d'autres missions, puisque monsieur Le Gavre vous l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas assez de remplaçants. Les remplaçants sont placés dès le début de l'année sur des remplacements à l'année. Donc ensuite, il faut aller remplacer les remplacements de courte durée. Et là, ce sont ceux qui assurent les décharges de direction qu'ils font. J'ai eu 3 jours de décharge sur les 3 dernières années, alors que j'en devais en avoir 12. Et c'est le cas de toutes les écoles de moins de 4 classes de mon département. Je vous remercie. Monsieur Walter. Je voudrais venir en soutien de l'amendement de mon collègue Portier. Effectivement, je pense que la prise en charge des frais kilométriques, j'y reviendrai très bientôt avec la question des AESH, est un point central, en particulier en ruralité. Je rappelle que dans certains départements, entre 2 affectations, entre l'ESP, l'INSP, enfin je ne sais plus comment ça s'appelle aujourd'hui, excusez-moi, on est perdu, et le lieu où on enseigne, il peut y avoir 45, 50, 70 kilomètres. En début de carrière, on est souvent nommé très loin de son domicile. Il peut y avoir là également de très nombreux kilomètres à parcourir. J'y reviendrai encore une fois tout à l'heure, mais je soutiens et nous allons soutenir les amendements de mon collègue Portier. Je vous remercie. Merci. Je vais mettre aux voix cet amendement qui a reçu un avis de sagesse, qui est pour. Il est adopté. Le 195, même avis, même vote. Même avis, même vote. Donc, ils sont adoptés. Voilà.
Monsieur Walter, pardon. Non, je voulais juste saluer 20 le secondes. magnifique sophisme du rapporteur qui tout à l'heure nous refusait la création de postes parce que personne n'allait postuler et là nous refuse la création de postes puisqu'il y a des gens qui postulent. Merci. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Quand même. C'est pas tout à fait ce qu'il a dit quand même. Non, oui, mais oui, mais enfin, j'écoute quand même les débats et je suis donc c'est pas exactement ce qu'il a dit. Maintenant, je vais mettre aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable du rapporteur, qui est pour, qui est contre. Il est rejeté. Oui, je voudrais juste avancer sur ce rapport en signalant à monsieur le rapporteur que moi j'ai été intégré 2 fois à l'éducation nationale puisque j'étais conseiller principal de l'éducation et puis ensuite professeur des écoles. Et je n'ai eu qu'une visite médicale dans toute ma carrière lorsque j'étais intégré comme professeur des écoles. Donc je pense qu'il n'y a pas forcément besoin d'un rapport pour savoir ce qui se passe, c'est terrible. Par contre, il y a vraiment besoin de médecins scolaires. Non, mais Oui. Monsieur le rapporteur, oui, et puis ensuite Monsieur Chudeau. Non, mais je ne ferai pas la loi uniquement en fonction de votre expérience personnelle, même si elle est importante. Mais c'est vrai qu'un rapport peut permettre d'objectiver peut-être davantage que votre situation. Oui. On voit cet amendement qui a reçu un avis défavorable, qui est pour, qui est contre. L'amendement est rejeté. Sur ce, nous allons suspendre les travaux, enfin clôturer les travaux pour ce soir. Nous reprenons demain matin à 9h30 avec une table ronde sur le harcèlement et nous reprendrons à 10h, pardon. Et nous reprendrons la série des amendements demain à 15h. À demain. Scolaire. Nous avons examiné 67 amendements hier soir. Il nous en reste 124. Et nous reprenons sur des amendements qui pouvaient être soumis à une discussion commune sur le recrutement. Je vais laisser la parole à Monsieur Walter. Oui, je voudrais juste vous lire un passage de la circulaire de 1982 qui porte sur la création du corps des conseillers d'éducation et conseillers principaux d'éducation. C'est la circulaire qui m'a amené à rentrer dans cette carrière-là. L'ensemble des responsabilités exercées par les conseillers d'éducation et les conseillers principaux d'éducation se situent dans le cadre général de la vie scolaire qui peut se définir ainsi. Je vous demande d'être attentifs, s'il vous plaît. Placer les adolescents dans les meilleures conditions de vie individuelle et collective et d'épanouissement personnel. Ces responsabilités se répartissent en 3 domaines. Le fonctionnement de l'établissement, en particulier, vous l'avez dit, assurer la sécurité notamment des élèves, la collaboration avec le personnel enseignant, l'animation éducative. Il se trouve que les conseillers principaux d'éducation, par manque de personnel, par manque d'AED, aujourd'hui n'assurent plus que la première de ces fonctions. Ils ne sont donc plus à même d'assurer ce que leur demande la circulaire de 1982. Donc, on nous répète qu'il n'y a pas d'attractivité, donc il n'y a pas de postulants. Créons des postes et puis après, créons les moyens de cette attractivité, ce que nous vous avons proposé dans les précédents amendements que vous avez rejetés. Et donc, avis défavorable. Monsieur Walter. Oui, je voudrais venir en soutien de l'amendement de mon collègue Portier. J'entends tout à fait votre remarque légistique qui est tout à fait juste. Alors, si vous partagez l'objectif, sous-amendez en proposant un fonds de soutien aux collectivités locales. Je vais mettre aux voix l'amendement 174 de Monsieur Portier. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. On entame une série d'amendements là sur les AESH. Oui, je voulais juste m'étonner de 2 petites choses. La première, c'est que apparemment mon expérience personnelle de conseiller principal d'éducation et d'enseignant ne valait pas rapport. Hier, apparemment, les quelques AESH qu'a rencontré Monsieur Fay valent effectivement diagnostic. C'est une vraie question. La deuxième, c'est je m'étonne des propos de Madame Rilhac parce que elle semble oublier que 24 heures devant élèves, ce ne sont pas 24 heures effectives. C'est le cas pour les professeurs des écoles, je pense qu'elle le sait très clairement. Pour avoir eu un certain nombre d'élèves en situation de handicap dans mes classes et avoir travaillé avec des AESH extrêmement attachés à leur métier et qui souhaitaient le faire de façon correcte, on est très au-delà des 24 heures devant élèves quand on a 24 heures d'accompagnement. Je vous remercie de le reconnaître. Merci. Monsieur le rapporteur, vous voulez...
Oui, peut-être deux éléments de réponse. Sur l'expérience personnelle, on a tous une expérience personnelle avec l'éducation nationale. Hein. Et je crois que nous devons aussi prendre de la distance par rapport à cette expérience personnelle. Moi, c'est ce que je veux dire. On est là pour avoir une vision un peu plus globale que notre propre expérience d'enseignant, de CPE, de directeur d'école qu'on a pu avoir dans d'autres vies professionnelles. Nous allons passer au vote de cette série d'amendements. Donc on commence par le 27. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. L'amendement 76. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. L'amendement 124, peut-être même avis, même vote. Il est rejeté. L'amendement 180, même avis, même... Non. Il faut voter celui-là. L'amendement 180, qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Et l'amendement 93, qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Je vous remercie. Nous allons maintenant passer en revue deux amendements. L'amendement 61 de Monsieur Walter. Oui, avant d'attaquer la défense de cet amendement, je voudrais saluer quand même la casuistique un peu particulière de Madame Rilhac, qui, après avoir rejeté l'ensemble de nos amendements permettant la revalorisation du métier d'AESH, nous explique qu'on ne va pas pouvoir recruter d'AESH puisque le métier n'est pas revalorisé. Mais je n'irai pas plus loin. Je m'excuse aussi d'avance auprès de Monsieur le rapporteur. Je vais être obligé de parler de mon expérience personnelle. Ce n'est pas pour m'en prévaloir, ni pour refuser de prendre de la hauteur, c'est pour coller à la réalité du terrain. Je viens d'un département qui s'appelle les Alpes de Haute-Provence, où en particulier depuis la mise en place des PIAL, des AESH peuvent parcourir dans la journée 80 km aller-retour pour se rendre d'une affectation à l'autre, ce qui représente 8 € par jour d'essence, ce qui représente 180 € par mois, à savoir 10 fois plus que le magnifique choc d'attractivité que nous avons voté grâce à Madame Descamps tout à l'heure. Je rappelle que ça représente un tiers de leur salaire. C'est pourquoi je propose par cet amendement la prise en charge des frais kilométriques dès lors que les AESH sont placés sur 2 affectations. Je vous remercie. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur Fay, je vous laisse... Oui, on comprend bien, monsieur le député, hein, votre considération quant aux frais de déplacement des AESH. Simplement rappeler que le cadre du remboursement des éventuels frais de déplacement est prévu dans le contrat et qui fixe la liste de ces lieux d'exercice, à savoir des établissements composant aujourd'hui le PIAL. En conséquence, lorsque les AESH exercent dans plusieurs établissements scolaires, leurs frais de déplacement entre 2 établissements sont pris en charge intégralement. Et vous rappelez que les moyens dédiés aux frais de déplacement ont été renforcés en LFI 2023 de plus de 8% par rapport à 2022. Au total, pour 2023, la dotation au titre de la prise en charge des frais de déplacement des AESH s'est élevée à pratiquement 1,5 million d'euros. Et au PLF 2024, l'enveloppe prévue s'élève à plus d'1,5 million d'euros, soit une augmentation de plus de 5%. Donc cette enveloppe tient compte bien sûr de la revalorisation de 10% des indemnités kilométriques effectives depuis le 1er janvier 2022. Donc nous serons défavorables pour cet amendement. Merci. Monsieur Walter, vous vouliez intervenir? Le micro, toujours. Hop, je l'ai fait. Oui, je voulais juste réagir à cette affirmation de la prise en charge à 100% des frais de déplacement. Ce n'est pas une réalité de terrain, c'est absolument faux. Il se trouve que dans mon département, le manque d'AESH fait que certaines AESH interviennent sur plusieurs PIAL. Il se trouve également que le calcul des frais de déplacement est fait à partir d'une grille de l'éducation nationale qui considère comme communes limitrophes des communes qui sont effectivement limitrophes géographiquement, mais entre lesquelles n'existe absolument aucun transport en commun. Donc, nous avons affaire à des personnes qui gagnent, je le rappelle, moins de 800 € par mois et qui mettent plus de 300 € par mois dans leurs frais de déplacement. Ça me semblerait un geste d'humanité minimal que de prendre en charge effectivement la totalité de leurs frais de déplacement. Je vous remercie. Je vous remercie. Madame Lanlot, non? De parole. Je vais mettre aux voix cet amendement. Donc l'amendement 61, qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Et le 165 n'a pas été défendu. Je vais laisser la place à Madame la Présidente. Merci beaucoup Fabienne d'avoir pris la présidence pendant
cette petite heure qui vient de s'écouler. Et Monsieur Walter. Oui, je voudrais venir en particulier en soutien de l'amendement de ma collègue Kelwa Hachi pour rappeler un fait qui me semble absolument important, à savoir l'effet domino. L'effet domino, c'est quoi? C'est il n'y a pas assez de place en IME, il n'y a pas assez de place en ITEP, et donc les élèves qui devraient être en IME ou en ITEP sont en ULIS. Et puis comme il n'y a pas assez de place en ULIS, eh bien il y a des élèves qui devraient être en ULIS et qui sont en classe ordinaire. Et donc aucun élève n'est pris en charge à la hauteur de ce qu'il devrait être pris en charge. Et donc, puisque on ne peut pas créer de nouveaux IME, de nouveaux ITEP, ou en tout cas que ça n'a pas encore été proposé, je viens en soutien de Madame Kelwa Hachi sur la création de dispositifs ULIS. Ensuite, je voudrais juste, puisqu'il me reste 21 secondes, venir sur l'article 100 de notre règlement, sur la qualité de nos débats. J'aimerais que nos rapporteurs fassent preuve d'un petit peu d'imagination et nous évitent les arguments comme depuis tout à l'heure. Ils nous en assènent. On n'a jamais autant fait, etc., etc. Allez le dire à nos concitoyens sur les marchés. Et puis les sophismes que vous utilisez depuis tout à l'heure. Je vous remercie. On le fait. Merci. Monsieur le rapporteur, vous aurez la parole tout de suite après. Monsieur le rapporteur, vous avez demandé la parole et ensuite Madame Descamps. Oui, juste pour répondre à Monsieur Walter. Alors, je suis désolé que les réponses que nous lui donnons ne le satisfont pas. Pourtant, j'ai le sentiment qu'on prend le temps de répondre, parfois même peut-être un peu trop, parce qu'on avance relativement lentement sur les amendements. J'ai pas l'impression que nous méprisions les remarques ou les questions qui nous sont faites, et on essaie d'y répondre. Alors, j'entends que les réponses qui sont données ne vous conviennent pas, mais sur le sujet de savoir, de nous renvoyer vers le terrain de nos circonscriptions, comme si finalement nous n'y étions jamais, comme si nous ne défendions pas notre projet, notre programme sur nos circonscriptions, ça c'est pour le coup un peu fort de café. Parce qu'on rencontre, figurez-vous, des habitants qui sont parfois d'accord avec nous, aussi étonnamment que ça puisse paraître. Et je crois savoir que sur certaines de vos positions actuelles, eh bien, ça peut susciter quelques mécontentements sur le terrain quand on les évoque. Donc en fait, voilà, je crois que c'est la démocratie. On n'est pas tous d'accord. On rencontre des habitants qui sont d'accord, pas d'autres. Mais en tous les cas, moi, je suis sur le terrain. Je l'étais avant d'être député parce que j'étais maire de ma commune. Et croyez-moi, c'est un travail de terrain. Je le suis tous les week-ends et parfois une partie de la semaine quand le travail à l'Assemblée me le permet. Donc voilà, j'ai pas sur ce sujet-là, je crois que ni Philippe Fay ni moi-même n'avons de leçons à recevoir. Je comprends qu'on en veuille toujours plus. C'est normal. Mais c'est aussi très important qu'on puisse mettre ces débats... Alors, je mets le chrono sur 10 secondes, Monsieur Walter. Mais justement, Monsieur le rapporteur, puisque c'est un choc d'attractivité, ces 5%, il faut absolument prévoir les postes face aux nombreux postulants et postulantes qui vont venir rejoindre le rang des psychologues scolaires. Ça va aller. Waouh. 11. Non, j'ai bien le 11. Nickel. Ça mérite. Non. Mais en tout cas, je pense que les débats sont importants et chacun y prend bien sa part. Mais cela dit, l'avis du rapporteur est quand même défavorable. Je crois que là, ce ne sera pas sagesse. Donc, sur l'amendement numéro 66, qui a reçu un avis défavorable, qui est pour, qui est contre, l'amendement est rejeté. Monsieur Walter. Oui, je voudrais venir en soutien de l'amendement de mon collègue Rault. Je voudrais rappeler un fait qui est souvent oublié également, c'est l'ambition scolaire des élèves en milieu rural. On constate dans toutes les études que dès le plus jeune âge, les élèves en milieu rural ont des ambitions scolaires nettement moins élevées que celles des élèves de milieu urbain. Pour une raison très simple, c'est que dans un département comme le mien, par exemple, si on veut faire des études après le bac, eh bien, il faut s'expatrier. Et donc, il y a vraiment une nécessité à soutenir les territoires ruraux de ce point de vue-là. Je rappelle accessoirement que la DGF qui est affectée aux communes rurales est exactement la moitié de celle affectée aux communes urbaines. Donc, on sait déjà qu'un rural vaut moitié moins qu'un urbain dans le cadre de la DGF. J'aimerais que vous montriez aujourd'hui, en votant cet amendement, que ce n'est pas le cas pour ce qui est des territoires ruraux. Merci, monsieur le député. Il n'y a plus de demande de prise de parole. Je vais mettre aux voix ces amendements qui ont reçu un avis défavorable. L'amendement numéro 200, qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté.
L'amendement 149, qui est pour, qui est contre, il est rejeté. Oui, je voulais juste signaler à monsieur le rapporteur que j'étais hier au congrès des maires de mon département et qu'ils étaient unanimes pour dire qu'effectivement, il y avait un soutien de l'État, mais que par contre, effectivement, ils étaient à l'os sur un certain nombre de budgets, en particulier avec les injonctions, ce qu'ils appellent eux les injonctions contradictoires de l'État, sur la question du logement, sur la question des obligations légales de débroussaillement, sur la question de la sécurité des FCI, avec une impossibilité totale pour eux de mettre en place les investissements qui étaient pourtant demandés par l'État. Donc, je pense qu'il faut aller lire les communiqués de l'Association des maires de France, de l'Association des maires ruraux de France. Le terme exsangue ne vient pas de la bouche de mon collègue Arenas, mais bien de la bouche de ces associations d'élus. Je vous remercie. L'amendement numéro 55, qui le défend? C'est moi, Madame la Présidente. Nous allons dans le même sens que notre collègue en proposant la création d'un véritable, à nouveau, j'ai envie de dire, un véritable service public de l'orientation pour accompagner les élèves. Alors, on sait qu'il y a des propositions qui sont faites par le gouvernement, qui tournent autour de l'idée de mentorat. Mais il y a un article du Monde du 15 juin 2021 qui fait le point là-dessus justement et sur cette notion de mentorat et qui nous dit certains professeurs peuvent être d'excellents mentors, certains étudiants aussi, mais ils n'ont ni le temps ni les moyens de remplir pleinement ce rôle et d'assurer un suivi individuel. Les établissements ont tout intérêt à miser sur des partenaires extérieurs. Nous proposons au contraire de miser sur des partenaires intérieurs et de recréer un véritable service d'orientation. Alors il y avait un psychologue scolaire, conseiller d'orientation avec qui je travaillais beaucoup, qui lorsqu'on allait attaquer une équipe de suivi de scolarité un petit peu compliquée me disait toujours cette phrase « Laissons-nous la possibilité d'être surpris ». Alors, je vous propose d'aller dans le sens de cet optimisme en nous laissant la possibilité d'être surpris par votre soutien à cet amendement. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur, Monsieur Marion. Donc, je serai plutôt sur l'ensemble de ces amendements sur une demande de retrait et d'imaginer peut-être une meilleure rédaction ou peut-être une meilleure appréciation de ce montant pour un débat en séance sur ce sujet. Donc, demande de retrait ou avis défavorable. Monsieur Walter. Oui, effectivement, pour parler de ces 54 heures annuelles, toutes les études de terrain montrent que malheureusement, trop souvent, puisqu'elles ne sont pas sanctuarisées, ne font pas partie d'un dispositif spécifique d'orientation, elles sont utilisées pour finir les programmes. Et je ne jette absolument pas la pierre à mes collègues enseignantes qui sont sous le feu de multiples injonctions contradictoires. Donc, on sait parfaitement que ces 54 heures ne sont pas utilisées réellement pour l'orientation. Donc, c'est une réponse qui n'est pas satisfaisante. Et si effectivement le montant n'est pas bien évalué, je vous invite à sous-amender nos amendements pour l'évaluer plus correctement. Merci. Monsieur Walter, vous aviez demandé la parole, je vous la donne bien volontiers. Mais je vous donne vraiment la parole. Donc merci beaucoup, Madame la Présidente. Je voudrais venir en soutien à l'amendement de ma collègue Pasquini en disant deux choses. D'abord, je vous renvoie à ma déclaration générale dans la semaine de contrôle, je crois que c'était le 5 avril dernier, sur le salaire des enseignants, sur ce que représente la préparation d'une classe découverte pour un enseignant. En termes de travail supplémentaire, de recherche de financement, et je me pose en faux, mais alors en complètement faux par rapport aux propos qui viennent d'être tenus sur le fait qu'ils sont soutenus de ce point de vue-là. Mais ma déclaration générale durait 5 minutes, je ne vais pas vous l'imposer aujourd'hui, je vous y renvoie. Je voudrais juste rappeler que ce jour-là, le ministre Pape Ndiaye, puisque c'était lui à l'époque, avait souligné en tribune, je prends ça pour un engagement, que les classes découvertes faisaient partie des missions couvertes par le pacte, puisque je disais le contraire. Je tiens juste à souligner aujourd'hui que c'est moi qui avais raison, puisqu'il n'y a aucune prise en compte de ces classes découvertes dans les missions couvertes par le pacte. Donc il y a nécessité de soutenir autrement les enseignants qui en préparent. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Monsieur le rapporteur. Je crois qu'il y a beaucoup de mes collègues qui sont aussi dans avec ces mêmes orientations. Donc il faut aussi le souligner et le saluer. Donc je rejette cet amendement. Un avis défavorable. Monsieur Walter. Je m'associe aux salutations et aux félicitations adressées aux maires, effectivement, qui ont les moyens d'assurer ce genre de choses. Alors, je sais qu'il ne faut pas faire part de son expérience personnelle. Je vais donc parler d'un ami à moi qui était professeur des écoles et qui a enchaîné dans son école en classe unique
5 années avec 5 classes découvertes, 2 classes de neige, un voyage à Porquerolles avec découverte du kayak de mer et de la natation, un voyage à Paris et un voyage à Venise. Entrevennes, 160 habitants. Est-ce que vous pensez sincèrement que la mairie d'Entrevennes a pu financer ces 5 voyages scolaires? La réponse est bien entendu non. Il fut un temps où quand on remplissait un dossier, et je ne reviendrai pas sur ce dossier, j'en parlerai à Monsieur Attal, un dossier de départ en classe, enfin en sortie scolaire avec nuitée, comme ça s'appelle, on obtenait en échange au moins un minimum de financement de l'éducation nationale. Cela a complètement disparu. Aujourd'hui, nous sommes totalement seuls, et quand je dis nous, ce sont les enseignants, pour aller chercher les financements quand effectivement les collectivités locales ne peuvent assurer ce financement. Je vous remercie. Merci. Je vais mettre aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? L'amendement est rejeté. Nous passons maintenant aux amendements qui peuvent être soumis à une discussion thématique sur l'éducation à la sexualité. Donc d'abord avec l'amendement numéro 67 de Monsieur Walter. Oui, alors en introduction, je voudrais tout de suite rassurer Monsieur Chudeau, qui considérait tout à l'heure que la Ligue de l'enseignement était un danger pour la République. Je rappelle que la Ligue de l'enseignement, quand même, est l'un des principaux organisateurs des classes découvertes dont nous parlions plus tôt. Le but de cet amendement n'est pas de déclencher une nouvelle panique réactionnaire, mais simplement de permettre à l'État d'assurer ses missions qui sont fixées, qui sont obligatoires et qui ne sont pas remplies aujourd'hui, à savoir la tenue de 3 heures par an d'éducation à la sexualité et aux relations affectives. Je participais cette semaine à une semaine de prévention dans mon département qui s'appelait « Pour en finir avec l'inceste », où était présent également la Civise. L'une des principales causes du manque de défense des élèves, des enfants face aux situations incestueuses vient du manque d'information. Il est absolument nécessaire de soutenir ce programme et je vous remercierai de voter cet amendement. Monsieur le rapporteur. Nous émettrons un avis défavorable. Merci, monsieur le rapporteur. Le numéro 62, Monsieur Walter. Oui, cet amendement propose... Alors, Monsieur Chudeau nous a accusés à de nombreuses reprises de nous en prendre systématiquement à l'enseignement privé. Je rappelle que ce n'était pas vrai jusqu'à maintenant. Là, c'est vrai. Et je l'assume pleinement. Nous demandons par cet amendement la mise en place d'un jaune dit enseignement privé sous contrat destiné à mesurer le montant et l'évolution de l'ensemble des financements publics des établissements d'enseignement privé sous contrat afin d'évaluer la manière dont ces établissements sont contrôlés ainsi que d'estimer les effets de cette dépense publique sur le fonctionnement du système scolaire dans son ensemble. Je rappelle à toute fin utile que l'enseignement privé est encore aujourd'hui financé à 73% par des fonds publics, qu'il y a une note de la DEP qui soulignait il y a peu que le contrôle de ces établissements n'était pas du tout satisfaisant et ne permettait pas de savoir ce qu'il s'y faisait et l'utilisation de ces fonds publics. Nous demandons simplement à corriger cette anomalie. Merci. Et est-ce que vous défendez aussi le 73 ou vous le complétez? Il faut que je prenne connaissance du 73, je vous demande 2 petites D'accord. secondes. Oui, ça y est, excusez-moi, c'est un amendement d'appel Oui. où nous proposons de moduler les fonds attribués au financement du fonctionnement des établissements privés sous contrat et les collectivités locales, par l'État et les collectivités locales en fonction d'un critère de sectorisation des élèves. Il s'agit simplement d'obliger l'enseignement privé à respecter des critères de mixité sociale, ce qui me semble une nécessité d'égalité républicaine. Merci. Merci. Monsieur le rapporteur, votre avis? Oui, non, mais d'abord, monsieur le rapporteur. Très bien, pardon. Alors, en effet, il faudrait qu'on vérifie, mais l'augmentation forte des élèves scolarisés dans le privé, moi, je ne la vois pas. Hein. D'après les chiffres que j'ai, dans le premier degré, depuis 2017, ça oscille entre 13,3 et 13,4%. Donc, il y a quand même... Alors, dans le second degré, la part des élèves du privé sous contrat par rapport au total des élèves oscille entre 21,1 et 21,2% depuis 2018. Donc, il me semble que nous sommes plutôt dans une croissance qui ressemble plus à une forme de stagnation.
Alors, moi, je parle en pourcentage, je parlais en chiffres, en volume, mais bon, en pourcentage, on peut quand même pas dire que les choses soient très, très nettes. Sur la création d'un nouveau document du jaune budgétaire que vous demandez, et j'allais dire également sur la question de la sectorisation et du conditionnement des financements à la sectorisation, je crois qu'il y a une mission d'information en cours, pilotée par messieurs Vanier et Weisberg. Moi, je vous propose d'attendre les résultats de cette mission d'information qui peut-être proposera d'ailleurs la création d'un jaune budgétaire ou une réflexion sur la sectorisation. Mais en attendant, et pour respecter le travail des députés, je crois que je donnerai un avis défavorable sur l'ensemble. Merci, monsieur le rapporteur. Donc, j'ai 2 demandes de parole. Monsieur Chido, monsieur Walter. Merci Madame la Présidente. Je suis très heureux, cher collègue Walter, que vous sortiez enfin du bois, n'est-ce pas, et que vous l'assumiez tranquillement. Votre tropisme anti-catholique est assez étonnant. Je pense que personne n'a intérêt à relancer la guerre scolaire. Et je pense également, et je n'insisterai pas, je vous rassure, que vous vous trompez d'ennemi. Mais bon, regardons l'augmentation des nombres d'élèves. Admettons que ce soit vrai, ce qui est pas très possible d'ailleurs. Peut-être faut-il se poser la question des raisons qui conduisent des familles à délaisser l'enseignement public pour l'enseignement privé. De toute façon, il faut se poser la question. De toute façon, vous savez très bien que le budget est bloqué par les accords langue couplet. C'est du 80-20. 20 pour le privé, 80 pour le public. Donc, je rappelle aussi, enfin, que l'enseignement catholique diocésain a une sorte de délégation de service public et qu'en plus, il exerce une liberté constitutionnelle qui est tout de même, il faut le rappeler, la liberté de l'enseignement. Je vous remercie. Merci, monsieur Walter. Alors, je ne l'avais pas prévu, mais je vais prendre quelques secondes pour répondre à monsieur Chido. Je trouve amusant cette confusion qu'il fait lui-même entre enseignement privé sous contrat et enseignement privé sous contrat catholique. C'est intéressant comme confusion. Je suis accessoirement issu d'une lignée maternelle de fervents catholiques, donc je ne suis absolument pas catholicophobe ou je ne sais pas comment vous voulez appeler ça. Je tiens à le préciser et je le dis pour ma maman, mon grand-père, ma grand-mère, s'il vous plaît, ne croyez pas ce qu'ils racontent, merci. J'enchaîne sur la suite. Je voudrais juste ajouter un petit mot. Il y a une année où, en France, pour la première fois, il y a eu l'ensemble des départements français où la scolarisation en établissement public était supérieure à la scolarisation en enseignement privé. Ça n'est arrivé qu'une fois. Juste après est arrivée la réforme des rythmes scolaires. Il y a une école privée dans mon département qui a fait toute sa publicité pour la rentrée sur le fait qu'elle restait à 4 jours, alors que toutes les écoles publiques étaient obligées de passer à 4 jours et demi. Et l'année d'après, étrangement, on est retourné à des départements qui étaient majoritairement scolarisés dans le privé. Je dis ça juste pour poser, vraiment je termine, mais je rappelle qu'on avait 6 minutes 36 d'avance grâce à monsieur Arenas. Je voudrais juste dire que, en fait, le problème de fond, c'est qu'on finance par des fonds publics à 73% l'enseignement privé sous contrat, alors qu'il n'est soumis à aucune des injonctions du public, hors celle du respect des programmes, et que donc il y a une inégalité de fait entre l'enseignement public et l'enseignement privé, qui peut peut-être être une part de l'explication que vous demandez, monsieur Chido. Merci, monsieur Walter. Je rappelle qu'ici, il n'y a pas de décompte des arrêts de jeu. Et donc, il n'y avait pas de comptabilité de 6 minutes 36 ou autre. Mais bon, c'était juste... Mais tout à fait, mais c'était pour répondre sur le même ton, monsieur Walter. Voilà. Donc, les uns et les autres ayant pu s'exprimer sur ces amendements, je vais les soumettre au vote en vous rappelant qu'ils ont reçu un avis défavorable. Donc, l'amendement numéro 143, qui est pour, qui est contre, il est rejeté. L'amendement numéro 62, même avis, même vote. Ah, donc, qui est pour, qui est contre, il est rejeté. L'amendement 73, qui est pour, qui est contre, il est rejeté. Et nous passons à l'amendement numéro 57, monsieur Walter. Oui, nous proposons par cet amendement d'appel la suppression du dispositif d'évaluation nationale. Ce dispositif, c'est un secret de polichinelle, entraîne les enseignants dans une spirale mortifère, c'est-à-dire dans un bachotage permanent. Étant donné que cela permet de comparer entre eux les résultats des classes, les résultats des établissements, qu'il y a une injonction absolue à faire réussir ces évaluations qui, de mon point de vue de pédagogue, sont d'une pauvreté sans nom, ça amène les enseignants à faire bachoter leurs élèves pour les faire réussir. Ça les amène aussi à tronquer très clairement la validité scientifique de ces évaluations.
Et nous proposons donc de les supprimer tout simplement pour revenir éventuellement. Nous ne sommes pas contre l'idée d'évaluation nationale. Il fut un temps où il y avait des évaluations nationales de qualité qui portaient sur un certain nombre d'apprentissages qui n'étaient pas uniquement les sacro-saints fondamentaux et qui surtout étaient conçus autrement que comme des exercices répétitifs de neurosciences. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Monsieur le rapporteur. Oui, merci, Madame la Présidente. On peut entendre vos arguments, Monsieur le député. Cependant, c'est vrai que ces évaluations sont un outil quand même utile pour permettre à un enseignant de déceler des élèves en difficulté et de mieux appréhender le niveau de sa classe et d'adapter son enseignement. Certes, ils ont toujours procédé ainsi, mais les évaluations nationales leur permettent également de mieux situer leurs élèves par rapport au reste des élèves du même niveau scolaire. Et les enseignants s'approprient de mieux en mieux ces évaluations auxquelles ils ne s'opposent pas. Ainsi, selon les données de l'ADEP, 65% des enseignants estiment que l'évaluation est susceptible d'avoir une influence sur la pratique en classe dans la mise en place de groupes de besoins, contre 37% en 2019, et 91% estiment qu'elle leur a permis de confirmer les difficultés. Donc, en l'occurrence, nous serons défavorables. Merci, monsieur le rapporteur. Monsieur Walter. Non, c'est bon. Donc, on va passer au vote sur cet amendement qui a reçu un avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. L'amendement numéro 58, monsieur Walter. Je note, monsieur Chudeau, que votre soutien se limite aux paroles. J'enchaîne sur la suivante. J'avais posé, lors de la première audition de monsieur Édouard Geffray, l'année dernière, à la rentrée scolaire, une question à laquelle il n'a jamais été répondu. À l'époque, je le rappelle, le dispositif d'évaluation d'école qui était expérimental devait être étendu à l'ensemble du territoire. Je lui demandais donc une question relativement simple, il me semble. Ces évaluations d'école avaient-elles été évaluées? Je n'avais pas eu de réponse. Force est de noter que plus d'un an après, nous n'avons toujours pas de réponse. Ces évaluations d'école ne sont toujours pas évaluées et pourtant, elles ont été étendues à l'ensemble des écoles du territoire. Donc, quand on veut piloter par les évaluations, ce qui est le modèle depuis l'arrivée de Jean-Michel Blanquer au ministère et par la suite de M. Papendiaï et de M. Attal, eh ben, encore faut-il savoir si ces évaluations ont un sens. Donc, puisqu'elles n'ont pas été évaluées, nous demandons le retrait de ces évaluations d'école. Merci. Merci, monsieur le député. Monsieur le rapporteur, votre avis. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le député, nous n'y sommes pas fondamentalement opposés sur le principe, mais plutôt sur la forme. Faire un amendement de crédit pour demander un rapport n'a pas de sens et le ministre n'est pas présent pour la discussion de crédit pour répondre à votre amendement d'appel. Sur le fond, les évaluations d'établissement ne nuisent aucunement à la liberté pédagogique des enseignants et permettent au personnel de direction et aux enseignants d'identifier les axes stratégiques qu'ils souhaitent faire figurer dans le projet d'établissement. Et cela ne joue pas sur les pratiques de classe des enseignants. Donc, avis défavorable. Oui, monsieur Walter. Alors, j'entends la réponse de monsieur le rapporteur. Je note juste qu'il ne répond pas à la question que j'ai posée. Donc, je repose cette question que j'ai posée à monsieur Geffray, que j'ai reposée ensuite à monsieur Ndiaye, que j'ai ensuite reposée à monsieur Geffray. Ces évaluations ont-elles été évaluées? Je vous remercie. Merci. Donc, nous allons mettre au vote cet amendement qui a reçu un avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? L'amendement est rejeté. Nous arrivons maintenant à la mise aux voix de la mission enseignement scolaire. Donc, nous votons pour nous votons sur. Moi, j'ai voté pour. Nous votons sur la mission enseignement scolaire, les crédits. Donc, je mets aux voix qui est pour. Qui est contre? La commission émet un avis favorable à l'adoption de cette mission ainsi modifiée. Bravo au rapporteur. Mes chers collègues, je vous propose que nous reprenions nos travaux. Je vous demande de la tolérance. C'est une première pour moi de présider notre commission et beaucoup d'honneur, évidemment. Excellent. Voilà, donc nous allons passer aux amendements sur l'état G, c'est-à-dire sur les indicateurs de performance. Et nous avons un premier amendement, le numéro 6, madame. Monsieur Walter, vous avez la parole. Oui, cette prise de parole à deux voix était magnifique d'hypocrisie. Je tenais à le saluer, je trouve ça vraiment sublime. Je tenais juste à ajouter un indicateur qui manque dans la demande d'indicateur de monsieur Chudeau, c'est celle des attaques menées par ce qu'on appelle aujourd'hui les parents vigilants.
qui sont beaucoup plus dangereuses à mon sens pour la liberté pédagogique que, non pas que les atteintes à la laïcité, qui sont de toute manière tout à fait mesurées, mais en tout cas que la liberté pédagogique elle-même. Merci, monsieur le député. Monsieur le rapporteur. Avis défavorable. Monsieur Walter, vous avez demandé la parole. Oui, je voudrais venir en soutien de l'amendement de mon collègue Roux. Je le rappelle, je suis élu d'un département rural où lorsqu'on va au collège et en tout cas au lycée, très souvent, il faut faire un certain nombre d'heures de trajet en car. Ces heures sont multipliées par le fait que nous avons des établissements qui ne sont pas en mesure de proposer aux familles suffisamment de places d'internat pour éviter ces heures de transport. Donc, il y a une absolue nécessité, à mon avis, à évaluer cette question. Et j'ai du mal à entendre depuis tout à l'heure ces arguments qui consistent à dire qu'on souhaite prendre la température, mais qu'on ne veut pas mettre de thermomètre. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Je vous propose de passer au vote sur cet amendement 156 qui a reçu un avis défavorable du rapporteur. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Nous passons à l'article 53 avec 4 amendements identiques. Le premier, numéro 31, de monsieur Cordier, n'est pas défendu. Ce sont 4 amendements de suppression. L'amendement numéro 52, monsieur Walter. Oui, alors je vais défendre celui de monsieur Cordier avec le mien, puisqu'ils sont très proches. C'est une proposition de suppression de l'article 53. En effet, la création des pôles d'appui à la scolarité nous semble quelque chose d'absolument dangereux. C'est une remise en cause toute simple et évidente du rôle des MDPH. Je rappelle que les MDPH sont composés de personnes compétentes pour savoir quels sont les besoins des enfants handicapés, ce qui n'est pas le cas des enseignants, ce qui n'est pas le cas de l'institution scolaire. Donc il y a vraiment un énorme danger là, et je pense que cette proposition, cet article 53 est dans la suite logique de ce qui a pu se passer il y a quelques années lorsque excusez-moi, je commence à fatiguer un petit peu. Les notifications MDPH étaient contingentées dans certains départements parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'AESH possible. Et donc, on disait aux gens, en fait, votre enfant n'est pas handicapé juste parce qu'il est le 15e dossier. Je pense que nous nous dirigeons vers cela et je pense que c'est extrêmement dangereux et je demande donc la suppression de cet article. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur. Bon, je crois qu'on ne peut pas faire de l'article 53 une liquidation des MDPH ou un contournement des MDPH. Et puis quand même, malgré tout, je voudrais insister sur ce qui s'est passé après la Conférence nationale du handicap en avril 2023 et sur l'avis de l'APF France Handicap. Et ça, vous pouvez le consulter sur le site internet de l'APF France Handicap. Il indique... cette association indique des mesures qui vont dans le bon sens. 2 points. Un renforcement des réponses de premier niveau que l'école se doit de mettre en œuvre avant tout passage devant la MDPH. Adaptation de la pédagogie, mobilisation du matériel pédagogique, création de pôles d'appui à la scolarité qui vont se substituer au PIAL. Première intervention des professionnels du médico-social. Voilà ce que dit l'APF France Handicap. C'est une mesure qui va dans le bon sens. Donc moi, j'ai plutôt tendance à croire les professionnels du domaine et à valider cet article 53. Merci, monsieur le rapporteur. J'ai 3 demandes de parole. Monsieur Walter, madame Lanlot, monsieur Echaniz. Monsieur Walter, à vous la parole. Oui, très rapidement, je connais cet avis de l'APF France Handicap. Effectivement, elle souligne que ce sont des mesures qui vont dans le bon sens parce qu'elle constate que les MDPH ne fonctionnent pas à la hauteur où elles devraient fonctionner. Excusez-moi encore le choix des termes, je commence à fatiguer un peu. Donc, supprimons cet article 53, renforçons massivement les moyens mis à disposition des MDPH. À nous, les... Monsieur le rapporteur. J'ai confiance dans le gouvernement et j'ai confiance dans la parole du ministre. Quand il dit que le fonds sera maintenu, je vous propose un avis de sagesse parce que je conçois que vous puissiez ne pas avoir le même degré de confiance que moi dans le gouvernement. Donc avis de sagesse, mais moi je voterai contre vos amendements. Donc je mets aux voix ces amendements ensemble, ces amendements de suppression de l'article 53 qui ont reçu un avis défavorable de monsieur le rapporteur. Qui est pour? Qui est contre?
Ces amendements sont donc rejetés. Nous passons maintenant à l'article 54. Ah pardon, je mets aux voix cet article 53. Qui est contre cet article 53? Qui est pour? Eh bien donc, cet article 53 est adopté. J'aime bien le risque quand même. Et pourtant, j'ai tout ce qu'il faut là. J'ai tout ce qu'il faut. Chers collègues, on va commencer. Notre ordre du jour appelle la suite de l'examen de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024. On examine ce matin la mission enseignement scolaire. Monsieur Robin Reda, rapporteur spécial, vous avez la parole pour 5 minutes. Les chiffres que vous avez sous les yeux le montrent. La promesse du président de la République est plus que visible. L'école, ce n'est pas qu'une question d'argent, mais il faut reconnaître que l'argent a longtemps été une question pour l'école. L'augmentation du budget de notre école est du jamais vu. Depuis 6 ans, les crédits de la mission enseignement scolaire sont donc à la hauteur de ce que nous devons à nos enseignants, à nos enfants et à leurs parents. Merci Robin Reda. Donc on commence le 431. Madame Pasquini, à qui je souhaite la bienvenue dans cette Merci commission. Monsieur le Président. L'école manque cruellement de psychologues scolaires et ne parvient pas à répondre à l'ensemble des besoins sur le territoire. Nous proposons donc d'augmenter le recrutement des psychologues scolaires grâce à un budget rehaussé de 14 millions d'euros au total, dont 7 millions pour l'enseignement du premier degré. Merci. Monsieur le rapporteur. Il me semble que la question n'est pas tant d'en recruter davantage que de mieux articuler le rôle des psychologues. Avis défavorable. Ouais, moi je me permettrais de dire quelque chose. Je crois que la question globale des traitements psychologiques enfants, psychiatrie, etc., c'est un des gros points noirs que nous avons. Voilà. Et qui explique beaucoup de choses que nous vivons. Ça nous remonte de partout dans nos circonscriptions. Moi, je serais très favorable à cet amendement parce qu'il faut à un moment donné envoyer un signal fort là-dessus. Monsieur Walter. Oui, je voudrais juste intervenir pour répondre à monsieur le rapporteur en lui disant que les fonctions et le rôle du psychologue scolaire ne correspondent en rien à ce que vous venez de nous décrire. Donc votre argument n'est pas valable. Donc moi je viens en soutien à l'amendement de ma collègue Pasquini parce que ce n'est pas de ça qu'on parle. Merci. Allez, on vote. Qui est pour? Qui est contre? Rejeté. Ensuite, il y a effectivement le pacte. Le pacte, c'est une logique qui permet d'avoir de la prévisibilité pour les enseignants qui s'engagent à faire des remplacements de courte durée, des heures qu'ils pourraient prendre en plus pour avoir une rémunération en plus. C'est quelque chose qui me paraît positif entre la relation entre l'éducation nationale et les enseignants. Monsieur Walter. Oui, je poserai juste une question à monsieur le rapporteur. Il ne lui aura pas échappé que cet amendement concerne le premier degré. J'aimerais savoir comment, dans le cadre du pacte, des enseignants du premier degré peuvent aller remplacer leurs collègues. Merci. Bon, là, vous êtes interpellé, donc je vous propose de répondre. Oui, non, mais une réponse très rapide. Effectivement, la logique dans le premier degré est différente dans le second degré. J'ai évoqué les financements de remplaçants. Il y a aussi, on le sait, des démarches différentes lorsque il y a des remplacements de collègues dans le premier degré, notamment des classes élargies avec des élèves qui sont incorporés dans d'autres classes. Si, ça se passe comme ça, ou avec des activités en plus avec les adultes de l'école. Voilà. Mais on n'est pas tout à fait dans la même logique que Monsieur Walter, juste pour le ping-pong, et vraiment 10 secondes. Allez-y. Oui, alors 10 secondes. Est-ce que vous êtes en train de me dire que les enseignants qui reçoivent des élèves en répartition vont recevoir une rémunération supplémentaire? J'aimerais en informer les collègues si c'est le cas. Merci. On passe au vote. Qui est pour? Qui est contre? Rejeté. Discussion commune, le 1011, monsieur Vanier. Pardon. Excusez-moi. Je vais défendre le 1011 et le 990 si vous m'y autorisez. Tout à fait. En fait, ce sont deux amendements qui demandent l'élargissement des conditions, enfin l'amélioration, excusez-moi, je suis un peu sous le coup des arguments de monsieur le rapporteur. L'amélioration des conditions de décharge des directeurs et directrices d'école. C'est un amendement de repli également, mais l'ordre ne nous permet pas de les discuter dans l'ordre que nous avions prévu. En tout cas, je tiens à rappeler ici que les conditions de décharge ne sont absolument pas suffisantes, quelle que soit la taille de l'école, et plaider en particulier pour les petites écoles. Mon collègue Paul Vanier, tout à l'heure, défendait l'idée d'augmenter le nombre de remplaçants. Il faut savoir que dans les petites écoles, ce sont souvent des remplaçants qui assurent les décharges de direction. Il se trouve que ces remplaçants, très rapidement dans l'année, sont envoyés sur des remplacements, justement, et donc que les décharges prévues dans les petites écoles de 2-3 classes, par exemple, 12 jours par an,
ne sont en général pas assurées. Je vous remercie. Sur les directeurs d'école, je voudrais mentionner le travail important qui a été fait sous le mandat précédent, notamment sous l'impulsion de notre collègue Cécile Rilhac. Il y a 2 ans, on a renforcé les décharges des directeurs d'école de 1 à 3 classes, ainsi que la décharge dans les écoles élémentaires de 9 à 13 classes. Donc ça représente 696 postes précisément. Donc on est quand même dans une situation bien meilleure que ce qui existait auparavant. Donc on a des évolutions qui sont quand même considérables de décharge de directeurs d'école, demande de retrait, sinon défavorable. Merci, Monsieur Walter. Oui, je voudrais juste dire que effectivement ces augmentations sont réelles, mais elles ne sont pas réelles sur le terrain, elles sont réelles sur le papier, en particulier dans les petites écoles. Le deuxième point, c'est que vous citez Cécile Rilhac, qui n'est pas là malheureusement aujourd'hui pour défendre son amendement. Elle demande elle-même l'augmentation des charges dans les écoles de plus de 10 classes, ce qui prouve bien que même dans votre majorité, certains pensent que cela n'est pas suffisant. Je vous remercie. Merci. Je propose qu'on passe au vote. Qui est pour? Qui est contre? Rejeté. Pour le 904 je pense que c'est le même vote 990 et ça va être le même vote 943, sauf si quelqu'un me dit l'inverse. Donc rejeté. Léo Walter, à qui évidemment je souhaite la bienvenue aussi. Merci, Monsieur le Président. Juste une question, comment fait-on pour réorganiser le travail avec les psychologues scolaires dans les circonscriptions IEN où il n'y a pas de psychologues scolaires, comme c'est le cas dans 2 circonscriptions de mon département et dans des dizaines de circonscriptions en France? Je vous remercie. Monsieur le rapporteur a dit c'est vrai. 1013, qui est pour? Qui est contre? Rejeté. Monsieur Masseglia. Merci, Monsieur le Président. Et je vais réagir parce que je viens d'être choqué, je le dis vraiment, par la réaction. Je suis jugé parti. Ça fait suite aussi tout à l'heure à un collègue député qui a dit « je vais le dire à mes collègues en parlant des professeurs ». Mais on n'est pas aujourd'hui représentant de telle ou telle partie de la société. On est représentant de l'ensemble des Français. Il arrive parfois qu'on peut avoir des conflits d'intérêts. Ça a été mon cas sur la LPM. J'ai fait un déport pour qu'il n'y ait aucune idée qu'on puisse être jugé parti. Donc, je demande à mes collègues députés, soit vous êtes là pour défendre l'intégrité des Français, et alors faites-le, soit vous êtes là pour défendre l'intérêt de telle ou telle partie de la population, et alors, je crois que vous n'avez rien à faire ici. Ouais, enfin, c'est pas... Monsieur Masseglia, juste, je vous ferai une petite remarque. J'attends donc votre réaction, et que je trouverai dans ces cas-là tout aussi inopportune, à chaque fois qu'un de nos collègues fait état de sa profession passée. Et ça arrive souvent, ce qui ne me semble pas anormal, parce qu'on est aussi des députés qui avons eu des métiers, des carrières, et après tout, avoir une certaine expertise me semble pas problématique. Monsieur Walter. Oui, je voudrais répondre également à Monsieur Masseglia. Il se trouve que je suis personnellement en état de disponibilité d'office, donc je reste professeur des écoles et j'étais également auparavant CPE. Je ne pense pas qu'on puisse parler de conflit d'intérêts. En tout cas, ça me paraît un petit peu incroyable comme présentation des choses. Répondez. Allez, on passe à autre chose. Ce qui a été dit devait être dit. On passe au 425. Qui est pour? Qui est contre? Rejeté, même vote 2080. Monsieur Walter. Oui, je voulais juste m'étonner de cet amendement qui retire des fonds à l'enseignement public pour soutenir des associations qui interviennent sur la question des violences sexistes et sexuelles, alors que nous avons proposé dans la discussion budgétaire Vie associative de soutenir ces associations et que la majorité a voté contre. Madame Perrine-Goulet. Alors, vous savez très bien, chers collègues, que malheureusement, les gages sont faits pour pouvoir être levés éventuellement. Donc, bien entendu, loin de moi l'idée d'enlever des crédits au service public. C'est bien entendu pour pouvoir gager purement et simplement cet amendement qui me tient à cœur et qui est pour moi nécessaire puisqu'on n'a pas assez de crédits quand les enseignants sont en difficulté sur ces cours d'éducation à la vie affective et sexuelle. C'est donc un amendement avec une levée de gage. Ce n'était pas ma question. Ma question était pourquoi voter contre nos propositions d'amendement dans la DB Vie associative? Ah, peut-être que Perrine-Goulet votera pour. Allez, on passe au vote. Bon, allez, on passe au vote. On passe au vote. Qui est pour? Qui est contre? Rejeté. On passe au 2088. Qui le défend? Je vais faire très vite, Monsieur le Président. Juste dire que puisque nous ne créons pas de poste d'infirmière scolaire, nous proposons par cet amendement de mon excellente collègue Madame Maximi
de faire bénéficier les infirmières scolaires qui vont donc voir leurs conditions de travail se dégrader encore de la prime Ségur. Merci. Monsieur le rapporteur. Défavorable en rappelant quand même qu'entre 2021 et 2023, les infirmiers de l'éducation nationale ont bénéficié de la hausse de leur rémunération indiciaire et indemnitaire. Merci. Est-ce qu'on passe au vote? Qui est pour? Souhaite le même vote? Ah, peut-être pas. Comptez. Qui est contre? « 14-14 rejeté. 20-34. Oui, c'est moi qui le défends, Monsieur le Président. Par cet amendement de suppression, nous souhaitons dénoncer la mise en place de pôles d'appui à la scolarité et proposer que les 100 ETP liés à l'article 53 soient alloués au programme 230 Vie de l'élève pour permettre la création de postes de médecins scolaires et de personnel infirmier. Notre inquiétude, qui est partagée par la quasi-totalité des associations s'occupant de handicap en France, je sais que Monsieur le rapporteur en commission de l'éducation a trouvé la seule qui trouvait un petit point positif, tout en déplorant la situation des MDPH à l'heure actuelle. Nous craignons que l'expertise des MDPH, qui était reconnue, ne soit remise en cause par la mise en place des PAS, et nous demandons donc la suppression de cet article. Monsieur le rapporteur. Pour la cohérence du débat, je pense qu'on aura l'occasion de parler des passes sur l'article 53, donc je défavorable. Ok. Qui est pour? Qui est contre? Rejeté. 2091. C'est un autre amendement de mon excellente collègue Madame Maximi qui demande pour les médecins scolaires l'octroi de la prime Ségur. Il me semble, en plus des arguments que j'ai développés tout à l'heure, que les médecins scolaires ont été en première ligne dans les établissements au moment de la crise du Covid. Il me semble donc tout à fait logique de revaloriser également leur traitement avec l'octroi de cette prime. Monsieur le rapporteur. Il y a un retard salarial pour les médecins scolaires. On vient en partie d'y pallier encore une fois avec l'amendement que nous avons adopté et qui interpellera le gouvernement, j'en suis sûr, sur ce point. Donc, satisfait, demande de retrait. Non satisfait. Allez, on passe au vote. Qui est contre? Qui est contre? Merci, rejeté. Monsieur Walter. Oui, pour répondre à ces arguments, vous faites bien d'évoquer les ATSEM. Les ATSEM ont été effectivement une quotité horaire de 35 heures qui comprend la préparation et les temps d'échange avec les enseignants. Bon, pas selon, ça dépend des mairies, effectivement, mais toujours est-il que c'est le cas. Quiconque a travaillé avec des AESH connaît leur engagement et connaît aussi le temps hors présence élève qu'elles passent à travailler à l'accompagnement de leurs élèves et aux échanges avec les autres professionnels. Donc l'idée, c'est pas 24 heures payées 35, c'est 35 heures payées 35, mais 24 heures devant élèves, comme c'est le cas par exemple pour les enseignants. Allez, on passe au vote. Allez, qui est pour? Qui est contre? Rejeté. 995, monsieur Walter. Oui, alors je vais le défendre, mais très rapidement. Juste pour faire les comptes, on a refusé tout à l'heure 40 € par mois et puis après adopté 18 € par mois, donc on est toujours à moins 22. Moi, je vais vous parler de quelque chose qui peut représenter 40 € par semaine pour des gens qui gagnent moins de 800 € par mois, à savoir les déplacements entre deux affectations. Alors, je prévois un argument contre qui va m'être opposé, la question des prises en charge entre communes limitrophes. Je tiens à dire qu'il y a, dans les départements ruraux en particulier, un usage très abusif de cette notion de commune limitrophe, puisqu'il est reconnu pour des communes qui n'ont pas de possibilité de transport en commun. Donc nous proposons par cet amendement la prise en charge totale et la revalorisation des indemnités kilométriques des AESH entre deux affectations. Je tiens à préciser, je terminerai là-dessus, que dans mon département, ça peut représenter 40 km aller-retour entre deux affectations dans la même journée. Monsieur le rapporteur. Les contrats qu'on établit avec les AESH précisent bien les lieux d'exercice des AESH. Et ces lieux d'exercice, si de fait il y a plusieurs établissements scolaires, les frais de déplacement entre les établissements scolaires de ces lieux d'exercice différents, ils sont pris en charge intégralement. Et l'indemnisation s'effectue sur la base des indemnités kilométriques dont le montant varie aussi, je le précise, avec la nature du véhicule, la puissance, la distance parcourue. Voilà. Ça relève de l'arrêté sur les taux d'indemnité kilométrique. Donc à mes yeux, c'est satisfait. On passe au vote. Qui est pour? Qui est contre? Rejeté. Avant de parler des moyens, il faut qu'il y ait des initiatives de voyage scolaire
une circulaire qui permet d'autoriser les voyages au niveau du DAZEN pour réduire les délais de l'organisation, un catalogue des structures d'accueil pour favoriser les initiatives, et puis une plateforme de financement participatif qui s'appelle la Trousse à projet, qui permet de faciliter le financement en dehors des crédits pédagogiques qui peuvent exister au niveau de l'éducation nationale et au niveau des collectivités locales. Merci. Défavorable. On passe au vote. Non, monsieur Walter qui voulait parler. Oui, je voulais juste souligner le désengagement de l'État par rapport à cette situation. Il fut un temps où, quand on remplissait un dossier de départ en sortie scolaire avec nuitée, on obtenait une subvention de l'éducation nationale. Ce n'est plus le cas. Un enseignant qui veut organiser une sortie scolaire avec nuitée doit aller chercher lui-même, avec l'aide des parents d'élèves, le financement. J'ajoute que le 5 avril dernier, Pape Ndiaye, alors ministre de l'Éducation nationale, avait dit à la tribune de l'hémicycle que le pacte prendrait en compte les missions de sortie scolaire avec nuitée. Le fait est que c'est absolument faux et que donc il y a un manque criant de ce point de vue-là. Donc j'appuie l'amendement de ma collègue Pasquini. Qui est pour? Qui est contre? Rejeté. 1028. Oui, je vais défendre le 1028 et le 1027 en même temps, très rapidement. Ce sont des amendements de repli par rapport à l'amendement de mon collègue Vanier, qui demande une augmentation à 15% ou à 10% immédiate et sans condition de l'ensemble des enseignants. Je voudrais juste rajouter un élément au débat. Je voudrais rappeler que la note de l'INSEE du 29 juin dernier confirme que le salaire net des enseignants est inférieur de près de 1 000 € par mois à celui des autres cadres A de la fonction publique. Donc, on a effectivement une injustice vis-à-vis des autres pays de l'OCDE, mais on a même une injustice au sein de la fonction publique d'État. Et nous proposons donc de compenser cette injustice. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur. Même vote, je suppose. Monsieur le rapporteur. 980, monsieur Vanny. Oui. C'est un amendement qui devrait plaire à monsieur le rapporteur puisqu'il ne crée pas de nouvelles dépenses. Nous proposons simplement de redéployer l'argent destiné au pacte sur l'ensemble des enseignants, ce qui représenterait une augmentation, bon, certes modique, de 220 € à peu près par an pour chaque enseignant de ce pays. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur. Non, ça ne me plaît pas du tout, mon cher collègue, parce que moi, je crois beaucoup au pacte, à la fois dans le second degré pour assurer cette priorité qui est le remplacement des collègues absents pour arrêter de perdre des heures dans le second degré, des heures qui sont des pertes d'égalité des chances et de réussite pour nos élèves. Donc le pacte, on y croit beaucoup. On y croit aussi pour permettre aux enseignants de déployer des projets, d'exprimer leur créativité, de s'impliquer dans les établissements, d'accompagner les élèves de façon plus personnalisée. Donc voilà, encourageons-les à s'investir davantage au service des élèves. Défavorable. Monsieur le rapporteur. Oui, chers collègues, vous l'avez dit vous-même, le pacte rapporte beaucoup d'argent à chacun des enseignants. Si on le répartissait sur chacun des enseignants, mais la réalité, c'est que c'est réparti sur les enseignants, par définition, ça va chez eux. Donc, je vous remercie d'avoir reconnu l'impact très positif qu'a ce pacte enseignant pour les enseignants. Merci. Je remarque que je ne sais pas si le pacte marche, mais il y a quand même peu d'enseignants qui y recourent. Et quant à l'investissement des enseignants, je pense qu'il est déjà largement le cas. Merci. Passe au vote. Qui est pour? Qui est contre? Rejeté. 2019. Oui, vous l'aurez compris, c'est un amendement de repli par rapport aux précédents amendements de création de postes. Nous proposons par cet amendement de maintenir tout simplement les 2193 postes supprimés dans le PLF 2024, 1709 dans le premier degré et 484 dans le second. J'aimerais qu'on arrête de revenir systématiquement sur cette question on ne peut pas créer ou maintenir des postes parce que de toute façon on n'arriverait pas à recruter lorsqu'on a rejeté systématiquement tous les amendements qui permettraient justement une meilleure attractivité du métier. Voilà, cet amendement, je tiens à le dire, sous une autre forme, sous la forme de 2 amendements de notre collègue Béatrice Descamps du groupe Lyot, ont été adoptés en commission des affaires culturelles et de l'éducation. Monsieur le rapporteur. L'attractivité du métier, c'est la rémunération, on y répond. C'est les conditions d'exercice dans un établissement scolaire. Ici, je pense qu'on a envoyé des signaux clairs tous ensemble pour que la médecine scolaire, la lutte contre le harcèlement, l'organisation de la vie scolaire puisse être renforcée, parce que c'est au bénéfice des élèves évidemment, mais c'est aussi au bénéfice des enseignants qui ont besoin d'aide et de soutien d'autres adultes dans l'établissement, au service là encore des élèves. Et il y a l'argument de la difficulté de recrutement, certes, mais encore une fois, l'argument démographique, avec des spécificités territoriales. Je conviens qu'en Île-de-France, on a à la fois un problème souvent d'augmentation démographique et de difficultés de recrutement qui crée effectivement des difficultés que l'on voit dans les classes. Mais ça, c'est à la fois
renforcer l'attractivité et puis travailler effectivement au respect de ces taux d'encadrement grâce à cette politique d'attractivité. Merci. Monsieur Walter. Oui, je voudrais juste répondre à cette question de on y répond. Si vous y répondez, je ne comprends pas pourquoi 3163 postes n'ont pas été pourvus dans les derniers concours de recrutement. Premier point. Deuxième point, sur cette question des disparités territoriales. Vous savez parfaitement, monsieur le rapporteur, que par exemple dans les territoires ruraux où le P sur E est effectivement supérieur à la moyenne nationale, cela recouvre des réalités très particulières avec des classes uniques ou des écoles à 2 classes où les enseignants sont très souvent devant 3, 4 niveaux dans la même classe, parfois 5, parfois 8 même. Donc je pense qu'il ne faut pas se cacher derrière ce type de chiffres pour dire que ce n'est pas le cas partout. OK. Même vote, rejeté. 942. Merci, Monsieur le Président. Très rapidement, donc, le projet de loi finance de 2023 prévoyait de ne pas renouveler 2100 postes en équivalent temps plein dans l'enseignement public et privé. Cette année, ce chiffre s'élève déjà à plus de 2700 emplois, portant 4800 le nombre de postes supprimés ou en voie de l'être sur ces 2 années. Nous proposons donc d'y remédier en recréant des postes d'enseignants supprimés dans la mission enseignement scolaire car non renouvelés en 2023 comme en 2024. Monsieur le rapporteur. Même vote, rejeté. 2025. Monsieur le rapporteur. Monsieur le rapporteur. Défavorable. Oui, défavorable. Même vote, rejeté. 1031. Monsieur le rapporteur. Défavorable. Même vote, rejeté. 975. Monsieur le rapporteur. Défavorable. Même vote, rejeté. 987. Monsieur le rapporteur. Même vote, rejeté. 988. Alors, excusez-moi, ça allait un peu vite, mais je vais défendre dans ce cas-là le 987, 988 ensemble, tant pis. Nous proposons l'embauche de fonctionnaires, voire de contractuels, amendement de repli, de secrétaires de direction. Ce sont les postes qui s'appelaient EVS et qui ont été supprimés en 2017, l'une des premières actions de Jean-Michel Blanquer en arrivant au ministère de l'Éducation nationale, des personnels absolument essentiels dans les écoles pour accompagner les directeurs, les directrices, les déchargés en particulier des tâches administratives. Nous proposons donc la recréation de ce corps absolument essentiel pour l'éducation nationale. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur. Défavorable. Même vote, rejeté. Monsieur Reda, 2601. Oui, alors je m'auto-fais un amendement d'appel pour que ce soit noté dans la discussion qu'on a dans cette commission, qui provient du rapport, là encore, que j'avais réalisé sur prenant d'évaluation sur la santé scolaire, qui a plus pour but d'interpeller sur la nécessité d'unifier les métiers de la santé à l'école, parce que sans rentrer trop dans la technique, les psy-EN sont financés puisqu'ils viennent du corps initialement des enseignants sur les programmes 140 et 141 des enseignants, les infirmiers et les médecins scolaires sur le programme de 130. On a aussi de la santé à l'école, de la médecine scolaire sur le programme de l'enseignement agricole, et je pense que c'est un des facteurs qui limite, par la gestion des programmes et des voies budgétaires, la capacité de toutes ces professions à travailler ensemble au service des mêmes élèves, pour la santé des mêmes élèves. Donc voilà, c'est un appel que je soumets à votre regard pour unifier une politique de santé à l'école dans un programme budgétaire dédié. Monsieur le rapporteur général conviendra avec moi qu'il n'y a pas que l'opposition qui fait des amendements ambitieux. 1 milliard, hein, monsieur le rapporteur. Non, alors attendez, monsieur le président. Monsieur le président, l'amendement reprend le coût, je précise, l'amendement reprend le coût aujourd'hui de l'ensemble des professionnels de la santé à l'école parmi tous les programmes pour l'unifier dans un même programme. Et ne prend pas en compte les augmentations que nous avons votées, mais que je souhaite. Comme ça, vous avez précisé. Allez, qui est pour? Merci, monsieur le président. Je le retire. Vous le retirez? C'était pour vous le mentionner, mais... Ah bon, d'accord. Est-ce que tous les collègues, vous êtes d'accord pour reprendre à 14h30 au lieu de 15h? Est-ce que ça pose un problème à quelqu'un? Donc, on reprend à 14h30. Oui. Merci. 14h. Je pensais que c'était 14h. Je pense qu'il y aura 1 heure, 1h30, vous aurez fini vers 13h. Le 2045, discussion commune. Oui, merci, monsieur le président.
Par cet amendement, nous proposons la suppression des postes correspondant au bureau des études dans les lycées professionnels et les lycées polyvalents publics et l'utilisation des fonds pour les enseignements généraux dans l'enseignement professionnel. En effet, nous considérons que les professeurs de lycées professionnels sont déjà formés à ce pourquoi sont prévus les bureaux des études. Et nous considérons surtout qu'il faut redonner au lycée professionnel sa vocation première, à savoir former des élèves et non pas des futurs employés. Je vous remercie. 2046. Merci. 992. Oui, merci Monsieur le Président. C'est un amendement d'appel. En octobre 2022, j'avais interrogé le DGESCO, Édouard Geffray, au moment de la généralisation des évaluations d'école, qui était jusque-là un dispositif expérimental, pour savoir tout simplement si ces évaluations avaient été évaluées avant d'être généralisées. Je n'avais pas obtenu de réponse. J'ai posé la même question au ministre Papendiaï, je n'ai pas obtenu de réponse. J'ai posé la même question à la présidente du conseil d'évaluation de l'école sans obtenir de réponse non plus, sinon un ressenti qu'elle en avait. Donc nous remettons très clairement en cause ce dispositif qui nous semble extrêmement problématique pour la cohésion des équipes et pour la comparaison entre les établissements. Donc nous demandons tout simplement un rapport sur ce dispositif pour obtenir enfin des réponses. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur. J'ai une différence assez importante avec vous, mon cher collègue, mais ça ne va pas vous surprendre. Moi, je pense au contraire que ces évaluations de l'école, de nos établissements, elles sont essentielles pour aider à piloter la politique éducative, pour définir des axes d'amélioration, pour construire les projets d'école ou les projets d'établissement selon les lieux. Il y a eu plus de 5000 évaluations d'établissements. Et plutôt que de faire des évaluations, l'enjeu maintenant, c'est de s'appuyer sur ces évaluations pour avoir des véritables améliorations concrètes sur le terrain. C'est la marche d'après que nous devons franchir, me semble-t-il, dans l'évaluation des établissements scolaires. Donc, avis défavorable. Même vote, rejeté. 991, monsieur Walter. Oui, ça va un petit peu dans le même sens, donc ça va vous déplaire également, mais nous proposons par cet amendement la suppression du dispositif d'évaluation nationale tel que mis en place par Jean-Michel Blanquer à son arrivée au ministère. Il existait auparavant des évaluations nationales que nombre d'enseignants reconnaissaient comme tout à fait correctes et utiles. Ce n'est absolument pas le cas de celles-ci qui posent de très nombreux problèmes à la fois dans leur forme et dans leur utilisation. Ne parlons pas de l'endroit où sont stockées les données et de la manière dont elles sont utilisées. Donc nous proposons tout simplement la suppression de ce dispositif de manière à pouvoir réfléchir à un véritable dispositif d'évaluation nationale. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur. On aura du mal à élever le niveau à l'école si on n'évalue pas le niveau des élèves lorsqu'ils rentrent en CP, lorsqu'ils ont passé un an en CP et qu'on veut savoir en CE1 s'ils ont bien appris les fondamentaux de la lecture, et puis en CM1 puis CM2 s'ils sont prêts à passer au collège et à poursuivre leur scolarité. Donc les évaluations, elles sont importantes. Il ne me revient pas ici d'en discuter du calendrier ou du nombre. Avis défavorable. Monsieur Walter. Monsieur Walter. Pardon. Oui, vous m'aurez mal écouté, je ne propose pas la disparition des évaluations, je propose de retirer celles-ci, qui justement ne répondent pas aux objectifs que vous venez de nous présenter. Passe au vote, même vote que tout à l'heure, par vérifier, qui est pour, qui est contre, rejeté. On passe au 2047. Oui, c'est un amendement d'appel par lequel nous souhaitons dénoncer la différence de l'augmentation des budgets entre enseignement privé et enseignement public dans le PLF 2024. Quelques chiffres très rapidement. En maternelle, augmentation de 6,51% dans le privé contre 4,54% dans le public. En élémentaire, c'est toujours 6,51 contre 4,57. Au collège, toujours 6,51 contre 4,47. Au lycée, toujours 6,51 contre 4,47. Et au lycée professionnel sous statut scolaire, plus 15,34 pour l'enseignement privé contre plus 11,29 dans le public. De plus, depuis l'entrée en vigueur de la loi pour une école de la confiance, dite loi Blanquer, une nouvelle ligne d'action a été créée dans le PLF, la scolarisation des moins de 3 ans, compensation due par l'État aux communes qui ont des frais supplémentaires suite à l'adoption de la loi. Et cela représente tout de même 46 millions qui sont crédités cette année sur cette action. Merci. Monsieur le rapporteur. Mon cher collègue, les 2 100 000 élèves de l'enseignement privé bénéficient par parité avec l'enseignement public de moyens au regard de la démographie de ces établissements pour financer l'enseignement qui reste gratuit. C'est le principe du contrat. L'enseignement est gratuit, donc on finance
les enseignants associés à la démographie scolaire des établissements privés. Et je ne vois pas en quoi on aurait à remettre en cause cette politique-là. Passe au vote. Qui est pour? Qui est contre? Rejeté. On passe au crédit. Monsieur le rapporteur, pouvez-vous donner votre position sur ces crédits, s'il vous plaît? Oui, écoutez, rapidement, pour reprendre l'essentiel de tout ce que nous avons débattu depuis ce matin, vous avez bien compris que le maître mot du gouvernement, du ministre de l'Éducation nationale, pour notre école, c'est élever le niveau. Élever le niveau, ça se fait en élevant considérablement les crédits, et notamment pour revaloriser la fonction d'enseignant dans notre pays. Alors, il y a plusieurs manières de revaloriser nos enseignants. On peut le faire au pas, on peut le faire au trot. Nous avons décidé, aux côtés du gouvernement, de les revaloriser au galop. Voilà. Et cette augmentation sans précédent du budget de l'Éducation nationale, qui va d'abord revaloriser de façon inconditionnelle nos enseignants, elle est au service de la qualité de notre école, du niveau scolaire. C'est 300 000 élèves en moins, je le rappelle, depuis 5 ans. C'est 30% de budget en plus. Donc c'est une amélioration qualitative considérable pour notre école qui est inscrite dans le budget pour 2024 et dans les crédits de la mission enseignement scolaire que je vous invite à voter. Merci. On passe aux orateurs de groupe pour 1 minute, pas plus. La France insoumise, qui? Oui, ces derniers jours et donc ce matin encore, nous avons eu droit à de grandes déclarations d'amour à l'école. Mais le souci, comme disait Pierre Réverdy, c'est qu'il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Nous avons de notre côté, vous l'avez dit, défendu des amendements pour amener l'État à tenir la promesse de l'école républicaine, laïque, obligatoire et gratuite. Ils ont été balayés un à un avec cet argument: jamais un gouvernement n'aurait tant fait pour l'école, qui décidément a bien de la chance. Comme l'a justement souligné l'un des 2 rapporteurs en commission éducation, nous ne vivons pas dans le même monde. Pour ne prendre qu'un exemple, on nous a expliqué que nos propositions de création de postes étaient vaines du fait de la crise de recrutement et du déficit d'attractivité, sauf pour le PS. Elles étaient dans ce cas inutiles puisqu'il n'y avait ni crise de recrutement ni déficit d'attractivité. En même temps, comme dirait l'autre, c'est bien pratique, ces arguments qui servent dans les 2 sens. C'est là un exemple parmi tant d'autres de ce qu'on ose appeler des discussions budgétaires. Et je ne parle même pas du 49.3 qui rôde et qui nous avait interdit l'an dernier de débattre en hémicycle du premier budget de l'État. La présidente de ma commission et le rapporteur nous ont affirmé que l'on irait cette année en séance. Nous verrons. Alors, même si nous avons fait passer, grâce à la démobilisation des députés macronistes, quelques amendements allant dans le bon sens, le compte n'y est pas, loin s'en faut. Merci. Et nous sommes sans illusion sur la suite. Nous voterons donc bien entendu contre. Merci. Madame. Passe au vote. Qui est pour les crédits? La mission. Laissez vos mains levées. Non, laissez vos mains levées, il est en train de recompter. Qui est contre? Rejeté. Allez, on passe... Article... Attendez. 14-12, pour vous donner l'info. On passe aux amendements suivants. Je vais reprendre l'argumentaire de ma collègue Pasquini. Nous sommes effectivement interpellés ces derniers jours par de très nombreuses associations de parents et de soutien aux personnes handicapées sur leur inquiétude sur cette prise de décision qui resterait quasi interne à l'éducation nationale et qui remettrait en cause, encore une fois, l'expertise des MDPH. Alors j'ai entendu les arguments de monsieur le rapporteur et je les partage sur la bureaucratie ou la lenteur de ces MDPH, mais ne serait-il pas plus positif de soutenir très clairement ces MDPH pour les rendre efficientes plutôt que d'inventer un énième dispositif derrière les piales dont a parlé mon collègue Sansu tout à l'heure et qui ont déjà prouvé leur nocivité. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur. Ah pardon. Qui est pour? Qui est contre, chers collègues? On a pris seulement 45 minutes de retard sur le timing. Avec la mission éducation. Non, ça va pas, mais c'est le moindre mal que je pouvais faire. On passe à la mission écologie, si vous voulez bien. Donc là, je crois qu'il y a 7 rapporteurs.